Bonjour à tous, bienvenue à cette formation. Donc là je vous propose aujourd'hui de revenir sur 3 ans de nouveautés de Composer. Donc on va commencer par faire un bref petit rappel sur qu'est-ce que SolidWorks Composer et à quoi sert-il. On verra ensuite les nouveautés qui datent déjà d'il y a 2 ans. Donc c'était pour l'année 2015. On verra ensuite les nouveautés qu'il y a eu en 2016 et on finira avec les nouveautés d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que SolidWorks Composer? Donc, c'est un logiciel qui permet en fait de créer de la documentation technique en partant d'un fichier CAO, qui peut venir de différents logiciels. Donc on a ici possibilité de créer différents supports, donc soit version papier, donc typiquement on pourrait créer des images dans Composer en vue après de les exporter de les intégrer dans un document Word par exemple, ou dans un document également PDF. On pourra aussi créer ce qu'on appelle du contenu interactif, donc là on pourra visualiser par la suite ce contenu grâce à l'outil SolidWorks Composer Player qui peut être gratuit, mais qui est aussi inclus dès lors que vous avez une version SolidWorks Composer, vous avez automatiquement la version SolidWorks Composer Player Pro. On pourra également générer avec Composer des vidéos, donc Composer va nous générer un fichier format AVI qu'on pourra ensuite utiliser partout où est-ce qu'on veut. Et on aura aussi une partie, une publication en ligne. Typiquement là, ça concerne la publication en fait HTML, où on pourra visualiser un contenu en fait Composer avec de l'interaction par exemple, mais directement via une page internet. Donc, je vais vous faire quelques petits exemples. Hop, excusez-moi. Donc, on a ici, donc là je vous ouvre un document Word où on a du coup intégré des images, donc toute la partie texte, c'est vraiment généré ici dans Word. Après on a par exemple cette image là qui est issue de Composer, et surtout cette image là en fait où on a vraiment une vue éclatée, des bulles pour repérer chaque élément, fonction de la nomenclature qui est située juste en dessous, en bas à gauche de l'image. Donc voilà ce qu'on pourrait générer. On a également ce genre d'images qu'on peut générer, donc là pour indiquer comment les éléments doivent être assemblés, avec possibilité de mettre donc des étiquettes, mettre éventuellement des flèches pour bien indiquer comment mettre en place les éléments. Voilà, on a ici d'autres petites vues. Donc, voilà. Donc on peut générer dans Composer des fichiers images ou bien des fichiers images vectoriels qui pourront être intégrés comme on voit là dans un document Word, sans problème. Donc après, pour la partie interaction, j'ai été prendre un fichier dans les exemples de Composer. Hop. Donc on a ici un siège, alors c'est pas avec ça que je voulais l'ouvrir, pardon. Hop. Donc ici je suis dans le logiciel Composer Player, et on a ici un fichier qui a déjà été créé. On a ici différentes interactions possibles. Quand je vais cliquer ici, les couleurs des éléments vont pouvoir changer au niveau du siège. On a aussi la possibilité de changer la position de certains éléments. Donc, tout ça, bien sûr, ça se paramètre dans Composer. Et on a ici, par exemple, une vue où on voit un éclaté de tout ce qui est glissière au niveau du dessous du siège, avec la nomenclature, par exemple. On a aussi ici un petit bouton, donc ça peut être juste une image qu'on insère dans Composer, et quand on clique dessus, ça peut ici venir lancer une vidéo qui bien sûr a été créée au préalable dans Composer également. Voilà pour la partie plutôt interactive. Donc ici on explique en gros comment venir démonter une partie du siège pour pouvoir avoir accès au moteur et faire une opération de maintenance sur celui-ci. Donc là, on imagine la panne, le moteur qui permet de gérer la position du siège électriquement, en fait, est en panne, et on vient ici changer ce moteur. Voilà, donc tout ça est réalisé avec la partie animation de Composer.
Voilà, et donc là on refait les étapes les unes après les autres pour tout remettre en place jusqu'à revenir au siège. Donc la partie player pourrait être aussi intégrée sur un PDF, dans un Word ou dans la page HTML, mais là ce que j'utilise actuellement c'est que la version player vraiment via le logiciel Composer Player. J'ai pas été intégré ça dans une autre page ou dans un autre logiciel, mais on pourrait le faire. Voilà l'idée. Un autre exemple ici plutôt sur la partie vidéo. J'aurais pas dû faire ça. Hop, l'autre exemple. Toujours, là je le lis toujours avec le player. Ici on a directement une vidéo qui a été créée où on vient voir ici différentes parties de l'élément en fait. On vient surtout voir ici le montage, mais ce qu'on peut voir c'est qu'ici dans la partie vidéo on a des pauses qui nous permettent de venir interagir et de passer par exemple à l'étape d'après, qui nous explique comment monter une autre partie de l'élément. Ici il y a encore une pause, on peut revenir en arrière s'il y a une étape qui n'était pas claire. Donc là si je reclique on continue en fait avec des étiquettes qui apparaissent, des diggers, donc c'est la partie zoom, hein. Espèce de petite vue de détail qu'on peut voir ici. Ça c'est la notion du digger. Voilà, etc. jusqu'à avoir monté l'ensemble complet. Donc on passe d'étape en étape. Donc là on a vraiment une partie interaction liée à la partie vidéo en fait. Ok, donc plusieurs extensions sont possibles en cas au niveau de l'import de fichiers. Donc nous c'est traditionnellement avec SolidWorks qu'on va travailler, mais vous pouvez insérer d'autres types de fichiers tels que de l'IGBS, du STEP, des fichiers qui viennent de ProEngineer, donc tout ce qui est Creo, des fichiers provenant de CATIA. Voilà, donc on a pas mal d'extensions possibles en termes d'import. SolidWorks Composer n'est pas dédié uniquement à SolidWorks, quoi. Et on pourra également justement, si jamais la CAO évolue, on pourra facilement venir mettre à jour en fait notre document Composer. Typiquement, supposons que sur une pièce on a un perçage, le perçage change de diamètre, on va aller mettre à jour notre CAO et on va ensuite ouvrir notre fichier Composer pour venir réactualiser notre fichier grâce à la CAO qui a évolué. Si on sort des images et qu'on les publie, on les met dans un Word par exemple, dans un document Word, ces images pourront garder un lien avec les fichiers d'images là où ils sont stockés sur la machine, et quand je vais les ressortir depuis Composer, les réexporter depuis Composer, si je ne change pas le nom ni l'emplacement, mon Word pourra directement aller récupérer ces nouveaux fichiers sans qu'il y ait aucune manipulation supplémentaire à faire. Voilà, donc au niveau des nouveautés, donc il y a 2 ans, hein, donc c'était en 2015, on avait des nouveaux formats d'import en fait. C'était ici le ACIS R23 et ProI Creo 2.0, donc là enfin on importait déjà ces fichiers, mais on a juste ici des nouvelles versions qui sont compatibles du coup avec Composer. Pour la partie ici polyligne, on a une nouvelle option qui s'appelle ici bordure de polyligne de façon générale, mais dans les propriétés, ce qu'on trouvera comme terme, ça sera ligne cachée, ligne arrière, pardon. Donc on connaissait déjà ça pour d'autres types d'éléments collaboratifs, mais pour la polyligne, ça n'existait pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, si on crée une polyligne, donc on passe par l'onglet hauteur, on prend ici polyligne. Je vais pouvoir ici appuyer sur Alt pour récupérer par exemple l'axe. Alors ce que je vais faire, faire comme ça. On va ici juste faire une petite opération d'éclatement. Je vais déplacer le moteur. Tac. Hop. Et je vais créer du coup une polyligne entre le centre ici du cercle. Ici. Voilà. Hop. Entre le centre ici par exemple jusqu'au centre ici, je me retrouve avec une polyligne qui pour l'instant est visible tout le temps, même quand on traverse la matière. L'idée ça sera d'aller dans les options. En cliquant sur la polyligne ici, on va pouvoir choisir, alors ce point là pour info on peut le mettre comme ça,
Et on va pouvoir choisir du coup des options ici. Donc on a ligne avant pour dire comment apparaît la ligne dès qu'on est hors matière. Et si on veut gérer ça en mode quand c'est dans la matière, par exemple, ici au lieu de mettre toujours devant, je pourrais décocher pour plus voir la ligne une fois qu'on est dans la matière, c'est ce qu'on voit ici. Mais on pourrait aussi, du fait d'avoir décoché toujours devant, on va pouvoir cocher style caché. Et en cochant cette case, ça va nous rajouter ici ligne arrière. Et on va pouvoir dire, ok, la ligne arrière par exemple, donc c'est quand on est dans la matière, hein, je veux qu'elle soit en pointillé, pourquoi pas je veux qu'elle soit de couleur verte. Et donc après ici on voit bien que dans la matière j'ai bien le pointillé et en dehors j'ai bien les autres options. Donc voilà la nouveauté, c'est de pouvoir gérer du coup deux types de lignes différents avec des épaisseurs, des opacités, des couleurs différentes selon qu'on soit hors ou dans la matière. Donc voilà pour cette première nouveauté, donc c'est dans les propriétés de la polyline qu'on retrouve cette nouveauté. Donc on a ensuite la notion de facteur de zoom du viewport, hauteur de la caméra, donc ça c'est le nom de la propriété. Cette option va vous permettre en fait d'une vue à l'autre de tout le temps avoir le même niveau de zoom. Donc c'est assez pratique d'avoir cette propriété là, puisqu'avant il fallait passer par d'autres outils qui étaient un peu plus longs à mettre en œuvre. Donc là j'ai un certain zoom, je vais enregistrer cette vue, je vais revenir, alors, hop. Ici je vais, donc là je vais régler la hauteur de la caméra, il suffit de cliquer dans le vide, et vous avez ici, que je retrouve ça, tac tac tac, alors c'est moi qui tactique. Non pourtant. Alors excusez-moi. Si pourtant c'est bien là. Ah. Pourquoi je vois pas l'option? Ok, bon, on a juste un petit... Bon, l'option a été renommée visiblement en 2017. C'est étonnant, mais ok. L'idée, c'est que du coup, ici, c'est cette valeur-là, champ de vision de la caméra, en fait, qu'on peut faire varier. Et en faisant varier, du coup, cette valeur-là, vous allez pouvoir gérer la position, en fait, la valeur du zoom. Donc, si là, je mets par exemple une valeur de 10, on a du coup ce zoom-là. Si j'enregistre cette vue-là, je vais pouvoir, après, revenir sur cette vue-là. Et si je remets ici 10 également, on aura vraiment le même facteur de zoom. C'est-à-dire qu'entre cette vue et cette vue, à part un déplacement de la caméra, je vais vraiment avoir le même niveau de zoom. Alors c'est ce qu'il a bien pris en compte. Ouais. Tac, ce qui m'étonne. Donc il faudrait le faire sur une vue, on a vraiment le même la même orientation en fait. Si là je lui dis par exemple 10, j'ai dû tourner la vue entre temps. Donc là je peux actualiser et du coup sur une autre vue on pourrait imaginer ici de juste là, c'était pas ça, de juste en fait bouger comme ça et du coup si j'actualise cette vue, entre les deux vues on a exactement le même facteur de zoom. Voilà l'idée. Donc sur chaque vue on vient régler cette propriété à la même valeur et on aura bien la même chose. Si maintenant on vient changer un peu l'orientation, comme ça par exemple, on aura ici en fait le même rapport de zoom, mais du fait qu'on tourne, on peut avoir l'impression que non, mais on a bien ici les deux mêmes valeurs à chaque fois. Donc c'est voilà ce paramètre ici, champ de vision de la caméra, qui est utile, ou alors dans les versions par exemple 2016, 2016, 2015, on était plutôt sur un terme qui s'appelait hauteur de la caméra, mais ça correspond au même paramètre. Donc voilà pour ça. Ensuite, à noter que depuis Composer 2015, on a une compatibilité avec Windows 8, pardon.
Voilà, rien de plus pour ça, mais il faut savoir que c'est compatible à partir de SolidWorks Composer 2015. Donc depuis un an, donc là ça correspond aux nouveautés de 2016, on a eu une nouvelle barre d'animation. Avant il était assez complexe de gérer dans le détail une animation puisque on avait beaucoup moins de lignes ici, donc beaucoup d'éléments étaient gérés sur une seule ligne. Il fallait du coup avoir souvent recours au filtre pour pouvoir afficher que les clés qui nous intéressaient pour faire une modification par exemple. Maintenant en fait ça a été un peu plus détaillé et c'est un peu plus clair. Donc je vais vous présenter ça. Donc ici, si je mets en route la partie animation, hop, ici, donc voilà, avant on avait en fait tout ce qui était position des éléments et propriétés qui étaient cumulés sur une seule ligne. Donc ça veut dire que ces lignes de position ici jusqu'à viewport étaient sur une seule en fait. Maintenant on va vraiment pouvoir avoir le détail. Donc par exemple si je prends à 2 secondes, je prends cette pièce et je viens la déplacer, une clé a été créée vraiment que sur la première ligne. Si maintenant un peu plus tard je prends cette pièce là et je change ici une de ses propriétés, notamment la couleur par exemple, je vais bien avoir une clé qui va apparaître ici dans matériaux parce que c'est la couleur. Maintenant si je change l'opacité par exemple de cette pièce, je vais avoir une clé qui va se créer vraiment sur la ligne opacité. Et après la ligne propriété, ça sera pour toute autre propriété. Par exemple, si je change ici le BOM ID, la clé va se rajouter. Tac, tac, tac. Alors, il a dû se rajouter là. Ok. Tac. Ok, bon, c'est rajouté dans événements, bon, pourquoi pas. En tout cas, on a un peu plus de détails et ça rend les choses un peu plus simples. Donc on a après les lignes caméra, donc là c'est pour tout changement de la caméra, ça existait déjà. Et la ligne digger, c'est quand on utilise le digger dans la partie animation, ça aussi ça existait déjà. Les lignes sont restées comme elles étaient. Mais on a plus de détails là, effectivement sur les propriétés, alors vous pouvez aussi rabattre hein, si jamais vous voulez compacter un peu tout ça. À noter que viewport est géré, les propriétés du viewport, donc du fond, sont gérées à part. C'est-à-dire que si là je viens sur mon fond et que je dis tiens, je veux un dégradé par exemple comme celui-là, il va nous mettre une clé vraiment dans cette ligne-là dédiée en fait aux propriétés de l'arrière-plan, ou de la scène en tout cas. Voilà pour ça. Donc après on a une nouvelle notion qui est ici dans les outils de visibilité. En fait, on a l'option restaurer la visibilité de la vue active. Cet outil vous permet, si vous prenez une vue, si par exemple sur cette vue-là, je viens masquer certains éléments, je vais pouvoir en fait, donc là je fais X manipulation, tout ce que j'ai envie. Par exemple, je peux ici choisir de dire maintenant, ces pièces-là, je viens les déplacer, pourquoi pas. Je vais pouvoir après restaurer en fait la visibilité. Donc ici si je viens dans accueil, visibilité, je peux faire ici restaurer la visibilité de la vue et du coup il va me refaire apparaître les pièces que j'avais cachées mais sans enlever mon étape d'éclatement. Donc ça va me permettre vraiment de cacher des éléments pour faciliter le travail, mettre les éléments en place et ensuite je réaffiche les éléments que j'ai cachés assez facilement sans avoir à aller les rechercher dans l'arbre pour les réafficher dans cette vue là. Il suffira après d'actualiser la vue et tout ça sera sauvegardé. Voilà, donc rien de très compliqué, c'est juste que ça vous remet tout ce qui est caché par rapport à tel que c'était au début au moment où on a chargé cette vue là. Ensuite, on a eu ici la notion de bordure épaissie pour les vues actives, donc ça c'est assez important. Dans le sens où à chaque fois on ne savait pas trop sur quelle vue avait été chargée la dernière fois, mais dès que je charge une vue maintenant, il va vraiment, SolidWorks Composer va vraiment mettre un bord épais ici pour me dire voilà, je suis parti de cette vue là, et ça à chaque fois. Donc dès que je charge une vue, il remet un cadre autour de cette vue là pour me montrer que mon point de départ
c'était cette vue-là. Du coup, quand on a été à modifier une vue ou quoi, pour actualiser après la vue, on sait que c'est celle-là qu'il faut sélectionner. Ici, actualiser, par exemple, on a pu à se souvenir en fait de la vue dans laquelle on était parti. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Ok, donc après maintenant, pour les nouveautés en fait qui sont apparues du coup en 2017, on a une nouvelle option d'import qui permet en fait, plutôt que d'avoir dans l'arborescence de l'assemblage les noms en fait des fichiers qui étaient dans le logiciel de CAO, on va pouvoir dire bah, ok, ces noms-là en fait, je voudrais que tu les remplaces par une propriété qui existerait dans le fichier. Donc c'est l'option qui s'appelle ici surcharger les noms de l'arbre d'assemblage. Donc c'est dans les options d'import qu'on verra ça. Donc quand vous faites fichier ouvrir, on aura ces options d'import et on pourra du coup cocher cette option et choisir une métapropriété, donc autrement dit une propriété qui existerait dans le fichier CAO. Si jamais on importe un assemblage et qu'il y a une pièce qui n'a pas cette propriété, Composer importera ce fichier-là comme il faisait avant, c'est-à-dire qu'il reprendra le nom directement de ce fichier. Donc, je vais vous faire un petit exemple pour ça. J'ai ici ouvert un fichier SolidWorks. Je vais ouvrir par exemple cette pièce-là, qui est la première pièce donc, de mon assemblage. Je vais y rajouter une propriété. Donc là, on est dans SolidWorks. Donc je vais mettre ici par exemple description. Mais ça peut être n'importe quelle propriété. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'exemple. Ok. Je vais enregistrer mon fichier. J'enregistre également mon assemblage. Et je vais maintenant passer dans Composer pour importer ce fichier. Donc on va faire ici fichier ouvrir. On va retrouver ici nos options d'import. Donc mon fichier que je vais insérer, c'est ici, en fichier SolidWorks. Et je vais cocher ici surcharger. Et là, je dois lui donner le nom de la propriété. Donc là, il ne faut pas se tromper au niveau de la ponctuation. Donc description. Je fais ici ouvrir. Et normalement, donc là, il faut laisser le temps. À noter que le fichier ne peut pas être ouvert dans SolidWorks au moment où vous faites l'import. C'est pour ça que je l'ai fermé. Et donc, on a ici dans notre arbre d'assemblage 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la pièce qui a la description. Et pour les composants qui n'avaient pas de description, en fait, il a été recherché tout simplement les noms qui étaient ici au niveau de l'arbre. Je vous réouvre, voilà, tout ça. Donc, s'il y a une propriété du nom qu'on a indiqué qui existe dans le fichier, il prendra cette propriété-là. Si elle n'existe pas, il reprendra le nom du fichier tel que ici dans l'arborescence SolidWorks. Voilà, donc c'est plutôt pratique quand on a des fichiers qui sont plutôt avec des références, mais qui n'ont pas trop de sens, mais on peut aller rechercher une autre propriété, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si cette option, vous souhaitez qu'elle soit cochée tout le temps, sachez qu'ici dans propriété, et en mettant ici propriété du document par défaut, on va pouvoir ici dans entrée, vraiment la cocher de façon définitive, et éventuellement ici lui dire voilà, c'est tout le temps telle propriété, je voudrais que tu importes, plutôt que le nom de fichier. Donc si dans votre conception, il y a toujours telle ou telle propriété, que vous voulez utiliser celle-ci, on pourra l'indiquer ici une bonne fois pour toutes, sans avoir à saisir le nom de la propriété à chaque fois au risque de faire une erreur de frappe. Voilà pour cette nouveauté qui est apparue en 2017. Donc on a après ici une possibilité d'utiliser de nouveaux modèles de nommage pour les vues. Donc habituellement, c'est le dernier ici qui est utilisé en fait, de fait que vous avez, quand vous créez des vues, en fait, il fait vue 1, vue 2, vue 3, vue 4, vue 5, mais ça c'est parce que derrière il obéit à une formule. Mais on pourrait choisir d'autres formules, dans celles qui sont ici au-dessus par exemple. Donc pour retrouver ces formules, c'est pas la peine de les retenir par cœur. Petit conseil. Hop là, pardon. Je reviens. Hop. Donc on a ici possibilité d'aller dans Composer et via les propriétés ici du document ou du document par défaut, vous avez ici tac 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 que je retrouve ça. Ici dans projet, vous avez ici vue et il utilise tel modèle. Donc ça c'est le modèle par défaut qui est là. Si vous en voulez un autre, je vous invite à faire ici aide. Il va ouvrir l'aide via une page Internet Explorer. Et ici on va retrouver en fait tous les codes. Et du coup, on aura juste à les copier par exemple pour les utiliser.
Donc, par rapport à ça, alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Donc là, c'est toutes les variables qu'on peut utiliser, et là, c'est les formulations qu'on pourrait utiliser. Alors, je vais prendre celui-là, tiens, par exemple. Hop, donc là, clic droit, on peut copier. Et on va revenir dans SolidWorks pour lui indiquer ça ici. Donc là, tac, 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 normalement avec ça. Donc là, si je fais appliquer, puis OK. Alors là, je l'ai fait dans les propriétés du document par défaut. Du coup, il ne va pas forcément le prendre en compte. Je vais le faire aussi dans mon document en cours. Sauf que... Tac, 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 tac. Alors, là, c'est grisé, en fait, parce que mon fichier n'est pas encore enregistré, si je vous dis pas de bêtises. Du coup, normalement, maintenant... Voilà, maintenant, c'est accessible. Donc, je peux changer ici ma formule de fichier. Et si je crée ici une vue, il a été marqué ici, par exemple, set-light. Et si je continue, en fait, il va continuer l'incrémentation. Voilà pour ça. Alors, le fait qu'il parte ici à 7... Ouais, c'est sûrement parce que j'ai l'autre fichier qui est ouvert en même temps. On doit avoir... 10. Étonnant ça. Alors... on doit avoir une propriété qui permet de remettre à 0. Bon, là, c'est juste qu'il a en mémoire, en fait, le nombre de vues qui ont été créées. J'aurais dû prendre view index n% au lieu de prendre view number. Ouais, je pense que ça aurait été mieux. Après, le problème... Bon, je pense que c'est juste une notion de mémoire. Tac, tac, tac. Alors, si on ferme ça... Alors, on est reparti à 11. Bon, à creuser, il faudra regarder, mais on doit pouvoir mettre un compteur qui prend bien ça en compte. Il y a une notion de mémoire, il me semblait qu'on pouvait réinitialiser ça. Alors, tac, tac, tac. On a normalement... Voilà, view number, en fait, c'est dans la session en cours. Alors, ça, c'est parce qu'il faudrait que je redémarre. Ouais, c'est view number qu'il faudrait que j'utilise plutôt, en fait. Tac, 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 tac. View index. Avec view index, ça devrait mieux fonctionner. Hop, donc ça, et là, je vais mettre plutôt view index. Voilà, et donc là, j'ai bien ma numérotation qui est repartie comme il faut. Donc, vous avez juste deux paramètres un peu spéciaux. Vous avez le view number qui, lui, prend en fait en compte le numérotation en fait depuis toutes les vues que j'ai créées dans cette session-là, dans ce document ou dans plusieurs. Donc à chaque fois, il va incrémenter systématiquement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé à 6, 7, 8, 9, 10. Alors que là, j'ai pris le view index, où là, lui, il reprend vraiment le numéro, il prend le numéro fonction du nombre de vues qu'il a déjà créé dans le document. C'est-à-dire que là, si j'ai fait 4,
5, 6, 7. Si j'enlève par exemple la 3, je recrée une vue. Il est reparti à 7. Bon là c'est pas très logique pour le coup. Tac, tac, tac. Ok, bon, à bien régler pour le coup, mais on a ces nouvelles possibilités. Plutôt que de s'embêter à renommer à chaque fois les vues, on peut lui demander de nommer différemment toutes les vues. Et donc la dernière nouveauté, c'est au niveau de l'application de couleurs en fait. On a ici dans Composer, possibilité d'aller ici dans l'assemblage. Je vais pouvoir, par exemple, si j'ai un sous-ensemble, demander à ce que le sous-ensemble entier passe dans une couleur. Donc pour ça, il faut bien se mettre en mode sélection d'assemblage. Donc là, je maintiens la touche Alt, je clique pour que ce soit vraiment le sous-ensemble qui soit sélectionné. Je demande à ce que mon sous-ensemble soit rouge. Du coup, toutes les pièces qui sont comprises dans ce sous-ensemble vont passer en rouge. Hop. Et du coup, après, si par exemple je sélectionne cette pièce-là et que je demande ici de mettre la couleur en vert, je vais avoir un message qui va me permettre de soit d'annuler pour laisser la couleur de l'assemblage sur cette pièce-là, soit effacer pour indiquer qu'on veut enlever, je vais enlever la couleur qui est au niveau de l'assemblage pour pouvoir mettre une couleur spécifique pour chacune des pièces. Donc ça, c'est plutôt pratique, on a vraiment les deux choix. Donc si je fais annuler, il va bien garder le rouge. Et si là je reviens, donc il a bien passé malgré tout cette pièce-là en vert, mais on a l'assemblage qui prend le dessus en fait. Si maintenant je prends cette couleur-là, cette pièce-là par exemple, et que je lui dis tiens, je voudrais qu'elle soit bleue, là si je fais effacer, il va vraiment aller enlever les couleurs, et du coup ma petite lampe est passée en bleu, il a en récupéré le vert de tout à l'heure qu'on avait mis. Donc voilà, on a le choix en fait de soit appliquer des couleurs malgré tout garder celle de l'assemblage, soit enlever celle qui est au niveau de l'assemblage et pouvoir mettre des couleurs différentes sur chaque pièce. Voilà l'idée, donc à utiliser si besoin. Vous avez en tout cas ce message là qui maintenant apparaît. Voilà, donc j'espère que cette formation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster via le guide 3D. Et surtout, si vous avez besoin d'autres formations ou d'autres compléments de formation, n'hésitez pas à nous consulter pour qu'on puisse du coup aborder ces thèmes. Voilà, je vous remercie en tout cas pour d'avoir visualisé cette formation, et je vous dis à très bientôt via le guide 3D.com ou alors en formation. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.